Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc normalement c'est parti. Donc pour démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste rappeler quelques mots introductifs sur la genèse de cette enquête très rapidement. Donc en fait, cette enquête donc est portée par le groupe de travail des archivistes itinérants de l'AF, qui a donc été relancé en 2022 suite aux élections par Mia Viel, donc qui est archiviste itinérante au CDG 69, qui n'a pas pu être là ce soir, et moi-même, donc Julien Belli, donc archiviste itinérant au CDG de la Dordogne, qui sommes les deux copilotes de ce groupe de travail. Donc, dès les premières réunions, il est apparu que cette thématique des conditions de travail était vraiment prioritaire et très importante pour tous les membres de ce groupe de travail. C'est la raison pour laquelle on a tout de suite vu cette enquête comme un des premiers projets phares. Donc, l'objectif de cette enquête, c'était de faire en fait un véritable tour d'horizon des conditions de travail des archivistes itinérants, voir ce qui allait mieux, ce qui n'allait toujours pas très bien, les évolutions en quelque sorte. Donc, on a vu cette enquête comme quelque chose de très exhaustif, puisqu'on a abordé plusieurs thématiques très diversifiées donc sur les conditions de travail, donc bien évidemment les risques psychosociaux, le bien-être et le stress au travail, et également des thématiques administratives et de ressources humaines sur les statuts, les cadres d'emploi, savoir si de manière générale les itinérants étaient plutôt titulaires ou contractuels. Il y avait également, on a voulu également aborder des thématiques logistiques, pardon, notamment sur les notions de trajet, qui sont quand même un facteur de conditions de travail très important pour les itinérants. Et pour être vraiment très exhaustif, on a voulu avoir le point de vue à la fois des professionnels, donc des archivistes et des décisionnaires, à savoir les élus et les responsables de service. C'est pourquoi on a élaboré deux questionnaires, donc un questionnaire pour les professionnels et un questionnaire qui était beaucoup plus court pour les décisionnaires. Pour terminer ce propos introductif, je vais quand même vous dire qu'on a eu 137 réponses donc de professionnels et une trentaine des décisionnaires, ce qui était plutôt un résultat plutôt honorable, sachant que sur les décisionnaires, on s'attendait évidemment à ce qu'il y en ait moins que les professionnels. Donc, comme vous l'avez peut-être vu, si vous avez un peu regardé le rapport que vous avez dû tous recevoir par mail ce matin, on a choisi pour coller à ces deux questionnaires de faire deux grandes parties. Donc, une première partie sur le point de vue des professionnels et une deuxième partie sur le point de vue des décisionnaires. Je vais d'ailleurs vous partager le rapport sur l'écran pour qu'on puisse tous le voir en même temps. Donc, normalement, j'espère que ça fonctionne. Dites-moi si tout le monde le voit. C'est bon? C'est OK. Alors, n'hésitez pas aussi à parler, parce que je ne vous vois plus pour l'occasion. Donc apparemment, ça a l'air bon. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer tout de suite par la première grande partie sur le point de vue des archivistes professionnels. Et donc, on va commencer par la première partie qui était donc consacrée, hop, je vais trop loin, qui était consacrée à l'archiviste et son environnement, faire un tour des statuts, hiérarchie et de la reconnaissance des itinérants. Et pour le coup, je vais laisser la parole à la personne qui s'occupe de ce dépouillement, la Karine Barbe, donc, qui est responsable du service archives du centre de gestion de la Dordogne. Donc, Karine, je te laisse la parole, si tu veux Ok, bien. merci Julien. Bonsoir à tous les collègues itinérants, non connus dans la liste ce soir. Donc, je vais vous présenter la première partie de l'enquête côté professionnelle. Je vais essayer d'être synthétique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de parcourir le rapport, mais vous allez voir que c'est quand même très très détaillé. Donc là, on va essayer de vous faire une synthèse un petit peu de tout ça. Alors,
Donc, c'était un peu une remise en contexte, voir d'où venaient les archivistes, quels étaient leurs statuts. Ça commençait comme ça. Donc, sans grande surprise, vous verrez que les 3/4 des personnes qui ont répondu au questionnaire sont archivistes itinérants au sein d'un centre de gestion. Bon, c'est pas tellement étonnant. On voit bien que, en plus, les services archives de centres de gestion se sont beaucoup développés ces dernières années et étaient des recruteurs importants d'archivistes. Parmi les autres recruteurs, on va retrouver les intercommunalités, les communes et les métropoles. Et après, dans des plus faibles proportions, le privé ou des indépendants. Alors, au niveau de la durée de poste, les répondants à l'enquête sont en poste en moyenne depuis un peu plus de 6 ans. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup. En fait, si on regarde les enquêtes nationales, on voit que la moyenne nationale d'un salarié, toute profession confondue, c'est 10 ans. Donc, on a un turnover qui est quand même assez important sur les postes d'archivistes itinérants. Alors, les itinérants sont-ils isolés ou en service constitué? On a 77,5% des répondants qui font partie d'un service constitué, ce qui veut quand même dire qu'un répondant sur 5 se retrouve isolé dans un service non constitué. On a 14,5% des répondants qui déclarent être seuls dans leur service. C'est finalement assez peu. Et près de la moitié des répondants travaillent dans des services composés d'au moins 5 archivistes. Donc, on a quand même des services d'itinérants qui se sont vraiment beaucoup développés ces dernières années. Et le cas des archivistes isolés que moi j'ai connu il y a 20 ans quand j'ai commencé est quand même beaucoup moins fréquent maintenant. Au niveau des responsables de service, on a près des 3/4 des répondants pour lesquels le responsable de service est archiviste de formation. Ça peut être intéressant de le noter. Au niveau du statut et cadre d'emploi, 90% des répondants travaillent dans le public et les autres dans le privé. Et au niveau de la répartition dans le public entre les différentes catégories, on a 13,8% des répondants qui sont en catégorie C. Alors, la particularité des catégories C, c'est qu'ils sont majoritairement titulaires de leur poste. 93% des catégories C sont titulaires de leur poste, donc c'est vraiment beaucoup, vous allez voir, par rapport aux catégories B. Donc, par contre, bon, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même intéressant, les catégories C, il n'y en a que 50%, donc 1 sur 2 qui déclarent trouver leur rémunération conforme à leurs ententes, ce que je veux bien croire, et 73% qui déclarent avoir des possibilités d'évolution. Alors, j'ai essayé de croiser un petit peu les différentes réponses, et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en catégorie C, seuls 53% des répondants situent leur bien-être au travail entre 7 et 10. Alors que c'est 83% des répondants en catégorie B. Donc, on voit clairement que le fait d'être embauché en statut catégorie C, ça impacte quand même le ressenti du bien-être au travail. Certainement une question de reconnaissance. En catégorie B, on a 64% des répondants, donc la majorité, mais là, seulement 35% sont titulaires de leur poste, donc la très grande majorité contractuelle. Et enfin, les attachés de conservation en catégorie A sont 21%. On avait un répondant qui était en contrat en alternance. Alors, titulaire ou contractuel, plus de la moitié des répondants, 54%, a un statut de contractuel, CDD, CDI, et 45,2% sont stagiaires ou titulaires de la fonction publique. Donc, on a un taux de contractuel qui est particulièrement élevé, avec une durée des contrats qui s'échelonne entre 1 mois et 10 ans, donc c'est beaucoup. Et on a quand même 20% qui sont en poste depuis moins d'1 an parmi les répondants. C'est quand même assez élevé. Au niveau de la rémunération, on a 58% des personnes qui ont répondu qui jugent leur rémunération conforme à leurs attentes. 38% qui déclarent que cette rémunération est non conforme et les 3,6% restants qui n'ont pas répondu. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les plus satisfaits, c'est ceux qui sont recrutés sur les grades les plus élevés. Hein, donc, le grade d'attaché, 70% sont satisfaits, même s'il y en a quand même un tiers qui aimerait bien avoir un petit peu plus. Et ensuite, le taux de satisfaction d'écran en fonction des catégories, 60% de satisfaits en catégorie B et 50% en catégorie C. Donc évidemment, la conclusion, c'est que comme la grande majorité d'entre nous, on est issus de formations de Bac+4 ou Bac+5, c'est sûr que c'est pas tellement surprenant qu'il y ait un fossé entre les attentes des diplômés et les salaires qui sont proposés par les employeurs quand on est embauché en catégorie B ou C. Alors, au niveau des perspectives d'évolution des personnes qui ont répondu,
la moitié des répondants, 50%, déclarent ne pas avoir de perspective d'évolution sur le poste. C'est quand même énorme. 43% déclarent avoir la possibilité d'évoluer en restant sur leur poste. Mais malgré tout, et c'est quand même surprenant, donc on en a 1 sur 2 qui déclarent ne pas avoir de perspective d'évolution, mais on en a quand même 61% qui déclarent se projeter dans la profession à moyen ou long terme. C'est-à-dire malgré les difficultés, la précarité parfois des contrats, on a quand même 61% de répondants qui se verraient bien sur le moyen ou long terme rester archiviste itinérant. Ça montre quand même que la profession est attractive. On verra un peu plus dans le détail pourquoi après. Alors, on avait des questionnaires fermés et des questionnaires ouverts, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident de dépouiller toutes les réponses très intéressantes qu'on a eues. Donc vous allez voir après, c'est très détaillé, mais j'ai fait le choix en fait de relever des thématiques ou des occurrences de mots dans les témoignages pour faire des grands ensembles en fait. Donc là, pour déterminer les facteurs qui expliquent le fait que les répondants se projettent à moyen ou long terme, j'ai relevé des mots ou des occurrences. Donc, ce qui revient en tête à égalité, c'est le développement du service. Donc, c'est des nouveaux services, des nouvelles missions, notamment autour de l'archivage numérique. Ça, c'est beaucoup cité, l'archivage numérique dans les réponses. Et le deuxième facteur qui fait qu'on se projette à long terme, c'est l'intérêt du poste. On répond que c'est formateur, c'est très diversifié, une absence de monotonie, la possibilité d'avoir beaucoup d'autonomie et des objectifs à court terme. Ensuite arrive derrière, mais un petit peu moins cité, le bon environnement de travail, les conditions de travail, bon relationnel, salaire. Les perspectives d'évolution sont très loin derrière, reconnaissance de la part des collectivités très loin aussi, et pour une personne, c'est l'attachement à la région et la découverte du territoire. Donc en fait, ces réponses-là, ça montre que si les itinérants se projettent, c'est parce qu'on a des services qui sont dynamiques et intéressants. Et ça, c'est quand même intéressant de le noter. Parce qu'on a, enfin moi, je suis dans la profession depuis 20 ans, on a longtemps été vu comme la dernière roue du carrosse, et on voit bien que maintenant, il y a quand même un véritable dynamisme autour des services archives de CDG et des missions qui sont développées dans ces services. Alors, je ne vais pas vous détailler ensuite. J'ai voulu quand même donner la parole dans la synthèse aux personnes qui avaient répondu. Donc, j'ai beaucoup cité. J'ai regroupé les témoignages sous diverses thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Je vous laisserai découvrir tout ça et le lire. Et donc, on a parlé de ceux qui se projetaient. Et pour ceux qui ne se projettent pas, les 36% qui ne se projettent pas, quelles sont les raisons? Donc, les deux raisons qui sont le plus citées en tête, 15 occurrences chacune, c'est tout d'abord les mauvaises conditions de travail. Ce ne sera pas une surprise. Hein. Ça regroupe le salaire, faible reconnaissance du niveau d'études, lieu de travail qui bouge tout le temps, pas de bureau, manque de matériel, long trajet, pression et charge de travail, métier physique, répétitif et isolement. Et celui qui arrive à égalité, c'est l'absence d'opportunité. Donc, poste en CDD avec pas de possibilité d'être prolongé, le manque de poste au concours et les blocages consécutifs dans l'évolution de carrière. C'est ce qui arrive très largement en tête. Derrière, un petit peu aussi des raisons personnelles qui sont citées, un peu le manque de reconnaissance, le manque d'intérêt du travail, ou la volonté de faire de la valorisation, d'être dans un autre domaine du secteur de la culture. C'est des choses qui arrivent vraiment loin derrière. Donc, en résumé, l'intérêt du travail, il est rarement remis en question, mais en revanche, évidemment, ce sont les mauvaises conditions de travail, le manque de reconnaissance et l'absence de possibilité d'évolution qui sont les principaux facteurs qui empêchent la projection des itinérants sur leur poste. Donc après, pareil, hein, j'ai laissé la parole. Donc vous verrez, il y a 2 pages de témoignages que je vous laisserai aller regarder plus dans le détail. Donc on peut conclure sur la question de la projection que les itinérants sont des agents impliqués qui en majorité se projettent sur leur poste, aiment leur métier et apprécient le dynamisme actuel des services, mais déplorent pour certains d'entre eux le manque d'opportunités d'évolution de carrière et des conditions de travail trop pénibles. Alors, positionnement du service dans la structure et relation avec la hiérarchie. Alors, on avait demandé à quel pôle le service était rattaché. Donc là, sans grande surprise, le rattachement à un pôle culturel est très minoritaire, mais ce qui est normal puisque les 3/4 des répondants travaillent en CDG, donc on ne peut pas avoir ce rattachement. On va avoir 20% des répondants qui sont rattachés à un pôle administration générale et près d'un tiers qui travaillent dans un service rattaché directement à la direction générale. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Bon, ça peut avoir des avantages et des inconvénients en fonction de la direction, mais ça peut permettre aussi d'avancer un peu plus facilement. Enfin, nous, c'est notre cas en Dordogne, donc c'est assez appréciable. Et 44% des répondants ne se retrouvent pas dans ces rattachements traditionnels.
Donc très souvent, ceux-là, ils sont rattachés à des pôles ressources ou services aux collectivités, qui vont englober l'ensemble des services proposés, quelle que soit la thématique. Alors, au niveau de la reconnaissance des missions et des compétences des archivistes, on a 74% des répondants, donc les 3/4, qui ressentent une reconnaissance de leurs compétences de la part de la hiérarchie. 21% déclarent n'en ressentir aucune. C'est quand même un répondant sur 5. Alors, une grande majorité des répondants ressentent une reconnaissance, mais tous les facteurs n'ont pas la même importance. Donc, qu'est-ce qui fait en premier qu'on ressent une reconnaissance? Alors, ce qui arrive très largement en tête, c'est l'expertise reconnue. Donc, on va retrouver beaucoup les mots confiance, autonomie, initiative, projet, expertise, compétence. Donc là, c'est ce qui revient très largement en tête. Et derrière, les moyens humains, communication, soutien, encouragement. Donc, on va retrouver beaucoup les mots soutien, encouragement, écoute, disponible, communication. Ça revient beaucoup. Et loin derrière, on va voir les moyens matériels, salaire, moyens, formation. Et il y a quand même 31 personnes qui ne savaient pas ou n'ont pas précisé pourquoi ils ressentaient une reconnaissance. Alors, parmi ceux qui ressentent une reconnaissance, plusieurs vont nuancer quand même leurs propos en évoquant notamment la fragilité de leur situation. Reconnaissance, oui, mais pas de décision permettant l'épanouissement dans le poste, par exemple. Parmi ceux qui ne ressentent pas de reconnaissance de la part de leur hiérarchie, on va retrouver en tête la mauvaise connaissance du métier et l'absence d'intérêt de la part de la hiérarchie, qui arrive en tête, 12 occurrences. Juste derrière, les conditions de travail difficiles et les contraintes qui ne sont pas reconnues, 8 occurrences. Le manque d'absence ou l'absence de communication, le manque de reconnaissance des compétences et de l'expertise, et les services qui sont vus uniquement sous l'angle financier. Donc après, tout comme la partie précédente, j'ai beaucoup donné la parole aux personnes qui ont répondu, donc j'ai beaucoup cité. Pareil, je vous laisserai aller lire dans le détail, hein, on ne va pas détailler ça maintenant. La partie suivante concerne le bien-être au travail. Donc, pour ceux qui avaient répondu, on vous avait demandé de noter votre bien-être au travail entre 1 et 10. Et la grande surprise quand même, enfin moi je trouve, hein, mais je trouve ça chouette, c'est que 75%, donc les 3/4 des répondants, situent leur bien-être au travail entre 7 et 10. Donc c'est quand même beaucoup. Donc on peut se dire que la majorité des itinérants semblent être des salariés épanouis. Bon, comme je vous dis, la réponse est sans doute un peu plus nuancée. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la note et derrière, il y avait les commentaires qui permettent d'apporter des nuances et un éclairage qui est très intéressant. Donc, effectivement, il s'agit souvent d'un métier passion hein, qu'on exerce avec un investissement fort, un plaisir dans les tâches accomplies. Et ça doit expliquer très certainement les notes qui sont assez hautes. Mais c'est vrai que passé ce constat, la plupart vont reconnaître que même s'ils aiment beaucoup leur métier, c'est pas tout rose. Donc il y en a beaucoup, en fait, c'est ça qui est assez rigolo, qui mettent une note très élevée tout en soulignant les nombreuses difficultés et contraintes. Mais par contre, ce qui revient très souvent, c'est la qualité des relations humaines au sein de leur structure et la prise en compte des besoins spécifiques. Ça, c'est clairement les deux piliers qui viennent contrebalancer les contraintes matérielles qui sont citées par quasi tous les répondants, en fait. Alors, j'ai essayé de faire des regroupements de grandes catégories. Donc, j'ai mis, bon, pour ceux qui ont répondu entre 1 et 4, mal-être au travail. De 5 à 6, c'est un bien-être moyen. Et de 7 à 8, bien-être. Et de 9 à 10, épanouissement. Bon, ça peut se discuter, mais voilà, ça permet ensuite de regrouper les témoignages par tranche. Donc, le mal-être au travail, donc entre 1 et 4, il y en a vraiment peu. C'est 6,5% des personnes qui ont répondu. Et qui évoquent tous des conditions de travail difficiles. Je vous laisserai lire les témoignages que j'ai mis de manière exhaustive comme il y en avait peu. C'était intéressant de voir pourquoi ce qui était mal était vraiment très mal. Le bien-être moyen, il y en a 16,9%, c'est pas beaucoup. Et donc la note moyenne, elle est expliquée comme suit. Donc les mauvaises conditions de travail en collectivité, les trajets, le manque de reconnaissance, la pression financière, la charge de travail, l'isolement, et assez loin derrière finalement le manque d'intérêt, la rémunération et la précarité. Oui, parce que ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'en fait, autant beaucoup d'itinérants déclarent que leur salaire leur convient pas, mais après ça revient jamais dans les points négatifs, ou quasiment jamais. C'est très très peu cité en fait la rémunération. Ensuite, pour ceux qui sont dans un bien-être au travail, qui mettent une note de 7 à 8 sur 10, donc c'est 63% des répondants.
Donc c'est la majorité. Le négatif est quand même jamais loin. Et en fait, on a une construction de phrases qu'on retrouve très très souvent dans ceux qui ont noté entre 7 et 8, c'est j'aime, mais. Donc du coup, ça permet de développer en deux parties qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui nuance. Donc, sur les commentaires qui accompagnent la note, donc on a 28 uniquement positifs, 22 positifs et nuancés par du négatif, et en fait on en a 15 qui sont quand même uniquement négatifs malgré la note élevée. C'est assez surprenant. Alors parmi les commentaires positifs, les occurrences des éléments perçus comme épanouissants sont les suivants, toujours ça en tête, le bon relationnel avec l'équipe et le responsable, et l'intérêt et la diversité du métier. C'est les deux choses qui arrivent en tête. Derrière, il va y avoir l'autonomie, 14 occurrences, les bonnes conditions de travail ou efforts de qualité de vie au travail, la reconnaissance, et beaucoup qui n'ont pas précisé. Donc, comme je vous disais, un bon relationnel avec les collègues et la hiérarchie semble être le plus important, presque à égalité avec l'intérêt du métier. Ça, c'était pour moi quand même une vraie surprise de découvrir ça. Même si, bon, nous, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans notre service. On a ces bonnes conditions de travail dans l'équipe et c'est vrai que c'est quelque chose de très épanouissant et très important. Mais j'étais quand même étonnée que ça arrive en tête pour tout le monde. Parmi les commentaires négatifs, les occurrences des éléments perçus comme désagréables sont les suivants. Très, très largement en tête, les mauvaises conditions de travail et les trajets, 25 occurrences. Et derrière, un petit peu plus tempéré, manque de reconnaissance, conflit avec la hiérarchie, isolement, charge de travail, pression financière. Et tout à fait à la fin, très peu, manque d'intérêt répétitif et précarité. Donc, ce qu'on dit sans grande surprise, les conditions de travail en collectivité et les trajets pour se rendre en mission représentent la grosse sombre au tableau, loin devant les autres contraintes ou difficultés rencontrées. Donc, ce que je vous disais, on a donc des itinérants qui se sentent bien dans leur travail, mais, et donc je cite plusieurs phrases sur cette construction, j'aime mon travail et les gens que je rencontre, mais le manque de stabilité, les trajets parfois longs, l'isolement et l'impression de ne pas toujours être écouté peuvent parfois être lourds. Et enfin, pour parler de ceux qui s'épanouissent totalement dans leur travail, puisqu'ils ont mis des notes de 9 et 10 sur 10, on a quand même 13%. Et donc, il est intéressant de noter que 3 des personnes qui notent leur bien-être à 9 ou 10, malgré tout, ont introduit des nuances en exprimant les contraintes. Et pour eux, ce qui est top, c'est en tête le relationnel équipe responsable, juste derrière les bonnes conditions de travail et les efforts au niveau de la qualité de vie au travail. Et très loin derrière, l'intérêt, la diversité du métier, la reconnaissance, l'autonomie et la confiance. Donc pour les plus épanouis, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est pas l'intérêt du travail qui est mentionné en premier, mais bien la qualité du relationnel avec les cadres et au sein des équipes. Et aussi les bonnes conditions de travail qui sont offertes pour contrebalancer les contraintes. Donc en conclusion, la synthèse des réponses permet d'établir que les raisons du mal-être des itinérants sont principalement les conditions de travail difficiles en collectivité et les trajets, puis viennent l'isolement, le manque de reconnaissance et de prise en compte par la hiérarchie, la charge de travail et la pression financière. Les raisons du bien-être sont la qualité relationnelle au travail, largement en tête, tant avec les collègues qu'avec la hiérarchie, suivi de près par l'intérêt et la diversité du métier, avec la possibilité de déployer de nouveaux projets, l'autonomie dans le quotidien et l'effort de prise en compte des contraintes de l'itinérance par l'employeur avec des moyens mis en œuvre et coûts matériels. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut être noté que la rémunération n'est presque jamais citée dans les commentaires expliquant le bien-être ou le mal-être. En outre, la précarité n'est citée que dans peu de commentaires alors qu'elle est largement mentionnée dans les questions précédentes. Alors ensuite, il était question de l'accès aux formations. Donc on a 79% des répondants qui déclarent avoir accès à des formations, donc c'est rassurant. Mais on a quand même 15% qui n'ont pas accès du tout. Et je trouve que c'est quand même déjà trop. Surtout dans le contexte actuel, hein, avec le déploiement de l'archivage numérique, c'est vrai qu'on a vraiment des besoins de formation qui sont beaucoup plus importants. Ensuite, on avait posé des questions sur le télétravail. C'est vrai que le télétravail, quand on est itinérant, ça peut être un enjeu de bien-être aussi. Pour ceux qui souhaitent en tout cas le pratiquer, ça peut contrebalancer les trajets, la contrainte des trajets. Donc là, en fait, on n'a que 54% des répondants qui ont accès au télétravail. 45% n'y ont pas accès. Donc, ça concerne presque un répondant sur deux.
Alors, pour ceux qui télétravaillent, on leur avait demandé d'expliquer un petit peu quelles étaient les règles, les contraintes, les obligations. En général, ils ont droit aux mêmes règles que les autres agents de leur structure, mais comme le métier exige une présence importante sur le terrain, le télétravail n'est la plupart du temps que ponctuel, donc pour réaliser les tâches administratives. Et il va être pratiqué en fonction des plannings et de la présence sur le terrain. Donc, la fréquence d'1 à 3 journées par mois revient souvent, et plusieurs répondants bénéficient même d'1 à 2 journées par semaine, ce qui est beaucoup. Plusieurs vont citer la possibilité de quelques jours par an seulement, au minimum 3-4 jours par an. Et dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas de jours fixes, mais adaptés aux besoins de service et aux contraintes des missions sur le terrain. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout. Très bien, je te remercie Karine pour ce retour très intéressant. Donc, je vous propose de passer au deuxième point de cette première partie qui traitait donc des conditions de travail des itinérants en collectivité lors de leur mission. Et je vais passer la parole donc à Monique Lumet, qui est donc archiviste à la communauté de communes 4B Sud de Charente et qui s'est occupée de cette partie du rapport. Monique, tu nous entends? Non? Ça marche pas? Est-ce que Monique, essaie de parler, voir parce que tu nous entends, mais nous, on t'entend pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, pour les autres, je sais pas. Non, on n'entend pas, hein, Monique. Non, on n'entend pas. Non, non. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le faire pour toi si vraiment t'as pas de son. Non, ça marche pas. Bon, apparemment, ça fonctionne pas pour Monique. Donc, on va essayer de s'en occuper. Alors, vous préviens, voilà. Donc, c'est une partie qu'avait faite Monique Lumet et la deuxième partie de cette partie sur les conditions de travail avait été faite par Judith Paperman, qui, je crois, n'est pas là non plus. Donc, en fait, les conditions de travail, on a voulu s'intéresser justement aux conditions de travail que rencontraient les itinérants dans les collectivités dans lesquelles ils intervenaient. Et la première partie, c'était par rapport au DURP, donc aux documents uniques et aux spécificités de l'itinérance. Donc en fait, on se rend compte finalement quand on se rend compte qu'il y a quand même une partie assez importante des collectivités dont l'itinérance est prise en compte dans le document unique puisque c'est 34%, mais on a quand même 18% qui disent que l'itinérance n'est pas du tout prise en compte dans leur document unique, ce qui est quand même un chiffre assez important. Et on a quand même ce qui est quand même assez surprenant, c'est que 48% des répondants n'en savent rien. Donc c'est que soit ils n'ont pas été associés à l'élaboration du document unique, soit ils ne sont pas renseignés, mais c'est quand même un chiffre que je trouve personnellement relativement important. Donc ensuite, on s'est interrogé sur le soutien de la hiérarchie sur ces conditions de travail. On se rend compte que de manière très générale, il y a quand même un bon soutien parce que 80% des archivistes se sentent soutenus par leur hiérarchie, donc ce qui est quand même bien.
Et d'ailleurs, ça nous amène au second point sur le rôle fondamental de l'employeur dans le respect de ses conditions de travail. Donc, on voit que de manière très générale, tout de même, les employeurs s'informent et se tiennent au courant des conditions de travail de leurs itinérants, puisque 97 sur 137 ont répondu par l'affirmative. Bon, néanmoins, on a toujours une partie qui considère ou qui ont la sensation que ces conditions de travail ne sont pas toujours respectées. Donc, on voit qu'il y a dans la majorité des cas donc des EPI, donc des équipements de protection individuelle qui sont fournis aux archivistes de manière très générale, puisqu'on voit qu'il y a tout ce qui va être les tenues de protection, donc type blouse, masque, qui sont quand même généralement fournis. Et on va trouver également des équipements comme des aspirateurs, des escabeaux, des rallonges. Ensuite, donc sur les missions en collectivité, donc on a demandé quels étaient les prérequis et s'il y en avait qui étaient demandés aux collectivités d'accueil, et on se rend compte qu'il y a quand même des prérequis qui sont demandés de manière importante, puisqu'on a 94 répondants qui demandent des bureaux, 87 des prises électriques, 82 un local propre et sain, 72 qui ont du chauffage. Donc, on a quand même certains prérequis essentiels qui ont l'air, en tout cas, bien assurés. Ces demandes, de manière générale, elles sont portées à la collectivité, mais je pense comme la majorité d'entre nous, par des conventions pour 73 itinérants, par de simples mails qui sont envoyés avant le début de la mission pour 60. Et on se rend compte que finalement, ces prérequis sont de manière générale plutôt respectés, puisque 104 itinérants ont répondu que c'était le cas. Il y en a 27 pour qui ça ne l'est pas toujours. Donc voilà pour ce qui concerne donc les prérequis et le DURP. Et la deuxième partie de cette partie, donc sur les conditions de travail en collectivité, concernait justement la difficulté ou pas que l'on rencontre au quotidien. Donc là, il y a eu il y a des chiffres qui sont quand même assez importants, je trouve, puisqu'on a quand même, vous le voyez sur le graphique, 103 personnes sur 136 nous indiquent avoir déjà travaillé dans des conditions de travail qui n'étaient pas raisonnables, ce qui est quand même, je trouve, relativement important, ces conditions pouvant aller de l'insalubrité aux chaleur, froid, les conditions de sanitaire défavorables, voilà, donc c'est quand même assez important. Et d'ailleurs, ce qui est un chiffre également malgré tout important, c'est qu'on a quand même 12% des itinérants qui ont déjà fait valoir leur droit de retrait en raison de des mauvaises conditions de travail qui leur étaient imposées, ce qui, même si c'est que 12%, c'est quand même assez conséquent. Et si on fait une sorte de moyenne par rapport à tout ce qu'on a pu voir, on se rend compte qu'il y a seulement 22% des professionnels qui n'ont jamais utilisé ou leur droit de retrait ou qui n'ont jamais rencontré des conditions de travail non raisonnables, ce qui finalement est assez peu et montre véritablement que les conditions de travail pour beaucoup d'entre nous ne sont pas toujours optimales. Là, on a voulu faire des petites questions sur les manutentions de boîtes, voir si les itinérants pouvaient être aidés lors de leur mission, par les services techniques de nos collectivités. De manière générale, c'est quand même oui. D'ailleurs, on note que le tiers des archivistes ne le demandent pas et le font seuls sans aucune aide, donc ce qui ne semble pas poser de problème particulier.
Donc, on se rend compte que quand même, on a une grande majorité des itinérants, donc plus de 60%, qui ne se sentent pas en danger dans leur quotidien, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, on a aussi voulu interroger sur la question de l'isolement lors de leur mission. Bon, on se rend compte, comme on s'en doutait un peu, qu'il y a quand même un isolement assez important, puisque près de 60% ressentent de l'isolement qu'ils considèrent d'ailleurs comme un facteur de stress. Donc voilà, donc on a justement interrogé sur le stress au travail, quels en étaient les facteurs principaux. Donc on voit que par le premier facteur de stress, c'est les trajets. Ensuite vient le rythme de travail, la pression des collectivités ou de l'employeur et l'isolement. Donc les conséquences du métier d'archiviste, les accidents et les douleurs chroniques, on a également au niveau des accidents de travail, 22% ont rencontré des accidents de travail en lien direct avec les spécificités de notre métier, comme le port de charge, le travail dans des locaux inadaptés ou l'importance des trajets. Voilà, donc, et au niveau, on a voulu interroger aussi, pour terminer cette partie, sur la santé et la sécurité au travail, savoir si les itinérants identifiaient bien leurs interlocuteurs. On se rend compte qu'au final, il les identifie bien, puisque plus de 67% les reconnaissent et savent qui ils sont, mais on a quand même plus de 7% qui indiquent ne pas avoir spécialement confiance en ces interlocuteurs. Donc, voilà. Donc, au final, on se rend compte qu'il y a quand même des conditions de travail qui sont quand même pas optimales, comme on le disait, puisque si on fait le cumul des personnes qui ont déjà eu affaire à des conditions de travail très difficiles ou qui ont déjà utilisé leur droit de retrait, il est quand même relativement important. Mais malgré tout, ce qui est peut-être assez finalement paradoxal, c'est qu'on a quand même 60% de ces mêmes personnes qui ne se sentent pas pour autant en danger. Alors, est-ce que c'est la passion du métier, l'habitude de travailler dans des conditions précaires? Voilà, c'est un peu paradoxal finalement. Donc voilà pour cette partie. Mais je vais continuer puisque je vais m'occuper, c'est la partie dont je me suis occupé donc sur les conditions de travail dans les collectivités de rattachement, dans les structures de rattachement, donc les centres de gestion ou autres. Donc, la première chose qu'on a voulu savoir, c'était si les itinérants se sentaient bien intégrés dans leur structure de rattachement, puisque la spécificité du métier fait qu'ils n'y sont pas souvent, qu'ils ne voient pas souvent leurs collègues. Et alors finalement, moi, ce qui m'a finalement quand même un peu surpris, parce que je m'attendais à un chiffre beaucoup plus bas, c'est qu'on a quand même 65% des gens qui se sentent très bien intégrés. On a plus de la moitié des itinérants qui ont leur propre bureau, même s'ils n'y viennent pas souvent. 75% qui ont leur propre mail. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de problème d'intégration dans leur structure de rattachement. Donc, voilà l'histoire du téléphone portable et l'adresse mail, donc je vous laisserai lire plus en avant. Et une des questions qui était une question clé quand même des métiers de l'itinérance, notamment en centre de gestion, c'est le respect de l'équilibre budgétaire, voilà, le respect de l'équilibre budgétaire, de savoir si c'était un facteur de stress au travail. Et encore une fois, moi personnellement, j'ai été assez surpris puisqu'on a quand même 57% des archivistes qui ne voient pas le respect de l'équilibre budgétaire comme un facteur de stress. Alors malgré tout, on a quand même plus de 30% qui le voient effectivement comme un facteur de stress. Et je vous ai lister quelques résultats et quelques réponses des gens qui identifient le respect de l'équilibre budgétaire par le stress comme un facteur de stress, pardon. Et ce qui revient souvent à plus de 13%, c'est la nécessité de rentrer de l'argent, de faire du chiffre. Donc c'est quand même très marquant. Il y a également ce qui est induit par ce respect de l'équilibre budgétaire qui a été noté, c'est tout ce qui va concerner les menaces de fermeture de service, le fait que des fois
les structures abaissent le montant des remboursements de frais de déplacement pour justement essayer de respecter cet équilibre budgétaire, des baisses dans les commandes de pays, le mécontentement évidemment des collectivités lorsque les tarifs augmentent. Et il y a même 2 archivistes qui ne prennent pas tous leurs jours de congé auxquels ils ont droit pour faire plus de missions et rentrer plus d'argent, ce qui apparaît quand même assez ubuesque. Après, on a interrogé les archivistes de savoir s'ils s'occupaient de leurs propres archives et notamment des archives de centres de gestion. Alors, de manière très majoritaire, ils s'en occupent à plus de 80%. Par contre, ils s'en occupent de manière très irrégulière, comme vous le voyez sur les commentaires. J'ai peu de temps à y consacrer. Nous nous en sommes occupés qu'une fois en 10 ans. Donc certes, ils s'en occupent, mais ça reste quand même relativement rare. Autre aspect auquel on a interrogé les archivistes dans cette partie, c'est de savoir en termes de communication. Et on se rend compte qu'il y a une vraie bonne communication, puisque plus de 80% des archivistes communiquent. Et d'ailleurs, 100% des personnes interrogées ont droit à une page de présentation de leur service sur le site internet de leur structure. Et après, il y a alors à la marge des services qui sont présents sur les réseaux sociaux via des comptes officiels comme X, anciennement Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et il y a également quelques services qui ont des sites qui leur permettent de valoriser leur travail par la mise en ligne d'inventaires ou la réalisation d'expositions virtuelles. Et dernier point pour cette partie, on a aussi interrogé les itinérants par rapport à l'évolution de leur métier, le RGPD, les SAE, la dématérialisation. Alors, on se rend compte que la majorité quand même sont intégrés à ces projets-là, mais il y en a quand même 32% qui ne sont pas du tout intégrés. Et donc, on se rend compte de ça. Et il y a quand même que de nombreux archivistes ne se sentent pas forcément reconnus par la hiérarchie pour leur expertise dans ces domaines-là. On a 51% et on a quand même on a un nombre important de personnes qui ne savent pas s'ils sont vus comme des experts par leur hiérarchie, ce qui dénote que malgré que ce soit quand même des questions d'actualité de plus en plus prégnantes, c'est pas forcément encore le cœur du métier pour beaucoup d'archivistes. Voilà pour cette partie. Donc, on va passer maintenant au déplacement. Je vais essayer de continuer puisque Elsa Borodine, qui est archiviste itinérante au CDG 13, qui devait malheureusement être là et qui a eu un petit souci dernière minute, qui s'est occupée de cette partie, n'a pas pu être là. Donc, je vais essayer de la remplacer. Et après, je me tairai quand même pour laisser la place aux autres parce que ça va faire beaucoup. Donc, on a interrogé tout d'abord les itinérants sur leur déplacement en collectivité et on voit qu'il y a des modes de fonctionnement très diversifiés. Néanmoins, on peut noter quand même que 60% des répondants ont un véhicule de service, ce qui est quand même bien. On note que parmi ces 60%, la grande majorité, ce sont quand même des itinérants qui travaillent en centre de gestion. Mais on note quand même que les itinérants qui n'ont pas accès à un véhicule de service ont accès par contre au remboursement de leurs frais de déplacement pour 84% d'entre eux. Autre chiffre intéressant et que je trouve assez élevé finalement, c'est que parmi les 60% d'archivistes qui ont accès aux véhicules de service, on a une grande majorité qui bénéficient du remisage à un domicile, donc 78%. Donc, la possibilité d'avoir le véhicule chez eux et de ne pas avoir besoin de revenir dans leur siège tous les jours chercher le véhicule. Alors moi, c'est un chiffre, je m'attendais à un chiffre un petit peu plus bas tout de même, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, en ce qui concerne les déplacements, en fait, il n'y a pas de règle générale pour savoir si les itinérants effectuent leurs déplacements sur leur temps de travail ou en dehors du temps de travail, puisqu'en fait, on a vraiment une grande variété, puisqu'on a 44% d'itinérants qui donc effectuent entièrement leurs déplacements sur le temps de travail, 32% qui les effectuent en dehors intégralement de leur temps de travail et 23% un petit peu plus où c'est une sorte de mix. Généralement,
généralement, si les déplacements sont plus longs que 30 minutes, il y en a une partie en dehors de leur temps de travail. Bon, il n'y a pas vraiment de règle. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 45, ça peut être plus, moins. Mais donc voilà, mais de manière générale, on a quand même encore 32% d'itinérants qui font tous leurs déplacements en dehors de leur temps de travail, ce qui est un chiffre relativement important. Le dernier point de cette partie, c'est concernant les frais de repas. Donc pour une grande majorité des archivistes, les frais de repas du midi font l'objet d'un dédommagement sous la forme d'indemnité notamment, puisqu'on est de l'ordre de 70%, donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà pour cette partie. On va passer à donc, la dernière partie qui concerne les professionnels, qui concerne le réseau local d'archivistes et les relations avec les archives départementales. Donc je vais passer la parole à Carole Kerbrat, qui est là, je crois. Oui, je suis là. Et donc archiviste itinérant au CDG 28. Donc je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors c'est une petite partie. Donc, ça va pas durer très très longtemps. Donc, la première question auxquelles les personnes ont répondu, c'était: entretenez-vous des relations régulières avec les archives départementales ou se limite-t-elle au contrôle scientifique et technique? En effet, 66% des personnes, des répondants, ont confirmé avoir des relations régulières avec les archives départementales. Cela ne se résume pas forcément ou pas seulement au contrôle scientifique et technique, mais en majorité. Tout ça, c'est détaillé en page suivante. Donc, j'avance. Page 46. Donc, principalement, les relations avec les archives départementales sont sous la forme... Oula, non, excusez-moi. Donc oui, en effet, c'est principalement pour le CST. Et la deuxième question, c'était: si ces relations sont régulières, de quelle nature sont-elles? Donc 73% des votes sous la forme d'une réunion entre archivistes itinérants et les référents aux archives départementales. 39% autres, donc principalement, c'est pour ça que c'est pas seulement sur le CST. 39% pour des échanges, des demandes de conseils informels ou le suivi d'activités. Ensuite, de manière minoritaire, des échanges au sujet des projets de mise en place de systèmes d'archivage électronique, sachant que en service d'archiviste itinérant, on en fait peu, en tout cas. Et ça dépend des services, mais la majorité en font peu. Ensuite, 4% des répondants ont par rapport aux actions de valorisation. Là, je vais regrouper dans un tableau, un peu comme Karine Bard, les nombres de mentions par rapport aux natures des relations des archivistes itinérants, entre archivistes itinérants et archives départementales. Donc, majoritairement au sujet du conseil scientifique et technique. Ensuite, des échanges ponctuels. Et en minorité, on va dire, traitement des archives des centres de gestion. Une personne l'a mentionné. Ensuite, je passe en page 47. Une autre question qui a été posée: existe-t-il un réseau local d'archivistes communaux ou itinérants? 43% des personnes ont répondu qu'il existait un réseau local. Ça signifie que c'est pas encore, qu'il reste encore à développer, et que les réseaux locaux sont principalement animés par les archivistes, les archives départementales. Voilà, c'est ce qui ressort de l'étude. Voilà, excusez-moi, une moto qui passait. Et au niveau national, les réseaux sont animés principalement pour le réseau associatif, donc l'Association des archivistes français, AAF, et la NDCDG, voilà, Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion. Trois tableaux où je remets quelques mentions par rapport aux fréquences des réunions. Donc, en général, les réunions ont lieu une fois par an. Ça, c'est par rapport au... Voilà.
On parle aussi principalement en présentiel et aussi les réunions peuvent aussi être organisées par des groupements de CDG, aussi au niveau régional. Donc ça a été mentionné 9 fois. Les répondants aussi répondu à cette question. Connaissez-vous le groupe de travail des archivistes itinérants? Oui, à 73%. Donc la plupart d'ailleurs des personnes qui auront répondu à l'enquête sont adhérentes à la AF. Et ensuite, participez-vous à ces réunions? Bon, une majorité ont répondu que non, voire très peu. Et l'une des principales raisons du peu de participation est décrite un petit peu plus bas, donc principalement par manque de temps. Bon, ça c'est des contraintes personnelles de chacun, mais en tout cas le groupe est connu et existe, est connu par la majorité des archivistes. Ensuite, je sais pas quoi rajouter d'autre parce que là, ma partie elle est terminée, hein. Donc Ok, écoute, si c'est terminé, c'est très bien. Je te remercie, Carole. On va passer pour terminer cette présentation du rapport donc à la deuxième partie qui était consacrée donc au regard des décisionnaires donc qui ont fait l'objet, comme je le disais tout à l'heure, d'un questionnaire à part. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à Ambroise Bergier qui s'est occupé de cette partie, comme j'ai vu qu'il était là. Donc Ambroise, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, alors, ce qui était intéressant, c'est que pour donc on a déjà dit quel était le statut des établissements, enfin quels étaient les établissements qui ont répondu, et il y a une diversité de types d'établissements puisqu'il y a une société, donc une entreprise privée, les archives nationales, une commune nouvelle. Quelques intercommunalités, puis surtout une majorité de centres de gestion, 20 en l'occurrence, qui ont répondu. Donc, ce qui permet d'avoir un panel intéressant, même si évidemment donc la majorité évidemment de ceux qui ont répondu ce sont plutôt les centres de gestion. Oui, donc la plupart sont responsables de service. Dans le statut des personnes qui ont répondu, les statuts, oui, du coup, c'est des responsables de service. Sinon, il y a 9 directeurs généraux de service. Voilà. On peut passer à la page 51 parce que moi, je viens de pas. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ceux qui ont répondu maîtrisaient à peu près, j'allais dire, le sujet. Au niveau des archives itinérants, ils connaissaient leur métier, leur poste, ils communiquent sur eux. Et je crois aussi, je crois qu'ils assuraient. Il me semble que tout le monde a une fiche de poste. Enfin, tout le monde dit que on publiait des fiches de poste sur le métier d'archiviste itinérant. Et donc pour les communications, là, j'avais un peu détaillé. Peut-être trop, mais bon voilà. Mais c'est vrai que il y avait beaucoup de types de communications différentes qui ont été répondues. Alors surtout les outils de gestion interne, un blog ou un site internet, enfin le rattaché au site internet du centre de gestion, une page internet dédiée au service itinérant, voilà. Et puis donc des brochures, des plaquettes. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que, j'ai repéré aussi qu'ils passaient par par des réseaux de secrétaires, les secrétaires des collectivités, donc les réseaux des élus ou les réseaux, des responsables pour diffuser aussi ces informations. Pour diffuser sur l'existence donc du service d'archivage itinérant. Voilà. Donc une large majorité déclare organiser des réunions, pour s'assurer du suivi des missions de gestion des archives. Alors il y en a 20 qui en font très régulièrement. Enfin, il y en a les 2 tiers à peu près qui font régulièrement
réunions. Voilà. Et puis, donc voilà, ce que je disais, la fiche de poste. Et donc sur est-ce que les archivistes étudiants ont une fiche de poste? Oui, bah du coup 29, en tout cas 29 répondants disent que oui, et autant donc connaissent le statut, les cadres d'emploi, donc le contexte, j'allais dire administratif, voilà, dans lequel ils doivent être embauchés, employés. Et puis donc après, c'est les conditions de travail. Bah, la moitié juge plutôt bonnes ces conditions, mais il y a quand même 7 établissements, 7 responsables décisionnaires qui donc ont conscience que ces conditions de travail sont difficiles, en tout cas dans leur contexte. Et donc par contre la majorité, là en l'occurrence 26 répondants sur 30, mettent en place des dispositions pour assurer les meilleures conditions de travail. Donc, ils agissent quand même pour leurs archivistes. Donc voilà. Et donc ça avait déjà été évoqué, oui, le document unique, la DURP, qui prend en compte pour une majorité, pour les 2/3, les spécificités de l'inhérence, mais si ça prend pas en compte, de toute façon, il y a quand même au moins j'allais dire une attention quand même aux conditions de travail, mais de manière officieuse, quoi, sans forcément que ça soit écrit. Et de toute façon, ils passent par des conventions auprès des collectivités pour ça, voilà. Et puis donc oui, il y a un minimum de confort qui est exigé, d'autant plus que si, en fait, au vu des réponses qu'on a reçues, il y en a donc qui ont mis des commentaires sur les modalités. C'est que si les communes ne donnent pas de bonnes conditions de travail aux archivistes, la mission ne s'effectue pas. La mission ne s'effectue pas, elle est reportée tant que les cases ne sont pas cochées. Et donc voilà. Et puis il y a aussi le système de mettre à disposition les bureaux du centre de gestion, les bureaux de l'établissement. Enfin là, pas forcément le centre de gestion du coup, mais voilà. Alors, ce que je veux dire, les bureaux de l'établissement, donc la collectivité auquel est rattaché l'archiviste itinérant. Et donc, comme ça, il peut travailler dans de meilleures conditions si donc la collectivité dans laquelle il devait exercer sa mission voilà, ne répond pas aux normes, ne répond pas voilà, à ses conditions de travail. Voilà. Donc, en tout cas, ils ont tous un interlocuteur normalement dédié. Voilà. Et puis les collectivités, les organismes de rattachement, donc s'assurent de fournir les équipements, les EPI, les équipements de protection individuelle qu'il faut, les EPI nécessaires, voilà, je cherchais le mot. Et donc voilà, fourniture du bureau, téléphone portable, ordinateur, rallonge, aspirateur. Alors l'aspirateur, il n'y en a que 6. Voilà. Après, effectivement, il y a beaucoup de mentions de matériel qui, j'allais dire, sont pas mentionnées beaucoup, mais sont mentionnées 2, 3 ou 4 fois. Donc voilà, il y a quand même des moyens qui sont mis en œuvre quand même par les répondants, enfin par les organismes qui ont répondu à cette enquête. Et donc oui, on peut relever l'importance accordée à la manutention, donc ainsi qu'à la protection de l'archiviste dans les types de matériel, les gants, des diables pour porter, voilà, pour éviter donc des accidents. Voilà. Et puis on a après une question qui vient sur les risques professionnels. Lesquels pensez-vous les plus liés au travail des archivistes itinérants? Voilà ce qu'on a demandé donc aux décisionnaires. Et la plupart disent, enfin la moitié, enfin oui, la majorité disent que c'est lié au risque professionnel, donc au risque lié à la pénibilité, manutention, vibration, rythme de travail. Donc une conscience vive
des risques de ce type. Voilà. Et puis après viennent quand même les risques psychosociaux qui sont nommés par 15 répondants, donc la moitié des organismes qui ont répondu. Et donc ça, c'est un chiffre aussi important, une prise en compte du relationnel, notamment dans ces risques. Oui, et donc il y a une majorité, là, les 2/3 des répondants qui considèrent que en fait les contraintes inhérentes au métier d'archiviste itinérant peuvent représenter des risques psychosociaux tels que définis par le ministère du Travail. Donc le stress, les violences internes, les violences externes, le syndrome d'épuisement oui, c'est vrai, des contraintes qui peuvent être présentes. Voilà. Alors après, ce qui était intéressant de noter, là, je vois là, oui, ce que j'avais noté, c'était que il y a des pratiques qui sont établies pour permettre justement d'améliorer les conditions de travail ou d'améliorer le rythme du travail. Par exemple, avec des jours de RTT ou la modulation du rythme de travail ou le télétravail sont des pratiques adoptées par ces organismes, par la plupart des organismes, pour essayer de pallier aux risques psychosociaux et aux risques de pénibilité. Et donc, oui, ce sont évidemment les risques liés à la pénibilité au travail, donc les risques professionnels, qui sont mentionnés, sont précisés dans la convention, avec après viennent à peu près au même niveau les risques psychosociaux, les risques de chute de hauteur et les risques chimiques. Voilà, cités en moindre mesure, mais quand même dans les conventions. Et puis, alors, où il n'y a pas forcément de procédures de type événement indésirable qui sont mises en place. Il y en a 8 quand même sur 8 répondants sur 30 qui disent que cette procédure existe. Mais de toute façon, notamment pour donc en type de procédure, pour répondre à cette procédure, il y a notamment le dispositif homme-mort. En tout cas, ça c'est donc un boîtier dont est équipé l'archiviste et qui permet d'alerter les secouristes si jamais il reste dans une immobile un temps donné, voilà, au bout d'un temps donné. Donc, enfin voilà, je le mentionne, bon, c'est anecdotique, mais voilà, c'était un dispositif, c'était une personne qui avait parlé de ce dispositif. Et puis, alors là, j'avais trouvé que autant les organismes ont répondu à toutes les questions, il me semble, sur toutes les parties que j'ai survolées sur le questionnaire décisionnaire. Autant là, la question de la logistique, tout le monde ne répond pas. Alors, je ne saurais pas trop forcément comment interpréter ces choses-là. Je suppose quand même qu'ils ont accès à ces informations, mais peut-être qu'ils ne veulent pas les divulguer. Enfin, bon, voilà, ça c'est peut-être, ça ne vient qu'à moi. En tout cas, dans ceux qui ont répondu, en fait, oui, ça révèle en fait un peu la même chose que ce qu'on a pu voir sur les questionnaires dédiés aux professionnels eux-mêmes, à savoir que il y a une répartition pas vraiment homogène, mais un petit peu, enfin des types des temps de travail, des trajets, quoi, de la manière dont les trajets sont comptés ou ne pas comptés dans les temps de travail. En tout cas, ils sont comptés quand même dans le temps de travail pour 44% des répondants, et puis, pour 63% des répondants, pardon, et puis ils sont pas du tout comptés dans le temps de travail pour 16% d'entre eux. Et voilà, et puis sinon c'est partiel pour 20%. Donc voilà, après j'ai listé là les solutions apportées pour
pour permettre une prise en compte partielle du temps de travail dans le temps de trajet. Donc, soit ça excède un temps donné, soit on prend en compte de toute façon 30 minutes de trajet, même si le trajet dure moins. Ou, voilà. Et puis sinon, il y a un établissement, oui, qui avait choisi de répartir le temps de travail sur 4 jours, comme ça, le 5e jour compensait, le 5 jours de repos compensait les trajets effectués sur les autres jours. Voilà, donc là, on a autant de personnes pour la question. Donc, chaque archiviste itinérant dispose-t-il ou tel d'un véhicule de service? Il y en a autant qui n'en disposent pas il y en a autant qui disposent. Enfin voilà, ma phrase était mal formulée, excusez-moi. Mais voilà. Et puis donc voilà. Et puis autant d'organismes ont répondu que les archivistes, enfin qui avaient une voiture, qui avaient un véhicule de fonction, pouvaient bénéficier d'un remissage à domicile, et autant disaient qu'ils ne pouvaient pas en bénéficier. Donc voilà, là les chiffres sont assez, enfin là les répartitions sont assez homogènes. Voilà. Et puis, donc tout le monde n'a pas répondu sur la question. Donc effectivement là non plus des indemnités, notamment sur si pour justifier les frais, enfin la manière dont les frais sont justifiés. Là tout le monde n'a pas répondu. Par contre tout le monde a répondu sur le fait si les frais de repas du midi font l'objet d'un dédommagement ou non. Et en l'occurrence, 8 organismes ne dédommagent pas les frais de repas, en tout cas pas sous la forme d'indemnité. Et puis sinon, voilà. Donc on a 15 établissements qui disent que les archivistes bénéficient d'une indemnité forfaitaire, et sinon 7 répondants disent qu'ils doivent justifier les frais de repas du midi. Donc voilà. Donc juste pour dire que donc c'est 30 répondants, donc effectivement ce n'est pas forcément beaucoup, mais du coup c'est 30 répondants bien investis, j'allais dire, sur la question des conditions de travail, parce que même les commentaires soulignaient bien que voilà que ce questionnaire le questionnaire qui avait été fait, que l'enquête qui était menée là était une bonne idée, et permettait de mieux prendre en compte les conditions de travail et même le métier en tant que tel de l'archiviste itinérant pour les collectivités, les collectivités employeurs, et puis même les mairies, les élus qui peuvent avoir accès, bénéficier des missions de l'itinérant. Voilà. Mais donc les conditions de travail sont plutôt inégales, hein, sont largement inégales, c'est ce que j'avais mis en conclusion, selon les collectivités d'accueil. Voilà. Merci Ambroise. Donc voilà, je vous laisserai après prendre connaissance tout seul. Vous verrez en annexe, on a mis les 2 questionnaires qui ont été proposés. Donc je vais juste couper le partage pour avoir un peu tout le monde. Donc voilà, donc on arrive au bout de cette présentation du rapport. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'être concis, mais on a pris un peu plus de temps que prévu. Mais c'est pas très grave. On va quand même garder un petit temps pour éventuellement des questions ou des observations de votre part, des retours. Donc je sais pas si quelqu'un a envie de prendre la parole, de dire quelque chose, de poser une question. Oui, bonsoir Julien. Oui. Oui, c'est Frédéric, responsable du service archives du CDG 13. Oui, bonsoir à tout le monde, et écoutez, félicitations pour cette enquête, elle est extrêmement fournie. Je suivais un peu vos travaux grâce à Elsa Borodine qui fait partie du CDG 13. Donc j'avais un petit peu les informations. Je ne me souvenais pas avoir répondu à autant de questions me concernant. Mais c'est vrai que au fur et à mesure de l'enquête, là, on peut l'étudier de fond en comble, et c'est extrêmement intéressant puisqu'on peut partir sur plein de pistes.
d'amélioration, puisque nous-mêmes, nous travaillons sur des améliorations, notamment ce qui concerne l'isolement, qui d'ailleurs n'est pas finalement tant cité que ça dans les conditions de travail, alors que nous, on a mis l'accent là-dessus depuis l'année dernière, en essayant de pouvoir travailler en binôme notamment, ou pour obtenir pour obtenir des conditions de travail. Pardon, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne en même temps, je le coupe. Et voilà, donc nous on a travaillé là-dessus, on a mis l'accent sur l'isolement, mais voilà, je vais pouvoir étudier plus en détail. Notamment, je pensais aussi à un point sur les évolutions que citait Karine dans sa partie sur le manque de possibilités d'évolution. Je pense que c'est plutôt logique dans le sens où, à part être responsable de service, comme moi-même je le suis devenu il y a 1 an et demi, effectivement, au-delà, il n'y a pas de possibilité, a priori, sauf devenir peut-être directeur du service et de CDG, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, si c'est une évolution hiérarchique, en tout cas, ça me paraît pas étonnant, ce manque-là. Mais et puis sur la contractualisation, de toute façon, on travaille beaucoup là-dessus, et c'est pas étonnant également. En tout cas, moi, c'est ces points-là que j'ai retenus. Il y en a beaucoup d'autres, mais il faudra l'étudier plus en détail. Je n'ai pas eu cette enquête là ce matin. Julien, tu disais qu'on avait reçu le mail. Tu À l'as titre pas personnel, je reçu. n'ai pas reçu. Voilà. Là, Peut-être ne suis-je pas dans la liste de diffusion, mais non, c'est pas ça, c'est que peut-être tu ne t'étais pas inscrit au webinaire, je sais pas, parce que théoriquement, vous aviez dû recevoir un formulaire d'inscription pour ce webinaire, et ceux qui se sont inscrits ont normalement tous reçu le rapport d'enquête. ah, mais donc tu cites le miel de Claire Larieux alors. C'est ça, ouais, c'était Ah oui, clair. oui, d'accord. Là, donc, Je le vois autant pour moi. mais sinon, si tu l'as pas, je te l'enverrai, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Ça y est, ouais, je pensais que c'était toi qui avais envoyé le mail, mais c'est bon, Non, c'est pas moi, je le c'était vois. clair. Et de toute façon, l'enquête devrait être diffusée plus largement dès demain sur les différents réseaux de l'AAF. Donc, C'est voilà. parfait. En tout cas, merci encore. En tout cas, moi, je le transmettrai dès demain à ma direction, puisque ma directrice, Sakina Larbi, est très impliquée dans la vie du Mhm. service. Et on va pouvoir continuer à travailler avec elle sur ces conditions de travail et sur tout ce qui va avec. Donc voilà, pour ma part, un grand merci. Ça va nous être très utile. Et je laisse la parole éventuellement aux autres. Voilà, j'avais pas de questions précises, c'était plutôt un commentaire que je souhaitais Ben, écoute, je donner te remercie, à l'ensemble des présents. Frédéric. Voilà, je te remercie. De toute façon, c'était aussi le but de cette enquête. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé dans l'introduction, mais c'était le but de cette enquête, c'était de faire justement réfléchir à voilà d'éventuelles évolutions, d'éventuelles améliorations. Donc, si ça me permet à certaines et certains d'avoir de meilleures conditions de travail à l'avenir, c'est tout bénéfique. Donc, je sais pas, voilà, si quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose, ou de poser une question, ou toute autre observation. Non, personne d'autre? C'est vrai qu'il est un petit peu tard, parce qu'on a un peu débordé, on en est tout à fait désolé. Mais après, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là, hein. De toute façon, comme je vous le disais, cette enquête, elle va être diffusée dès demain, normalement par l'AF, sur ses réseaux, sur le site internet. Donc, vous aurez tous la possibilité de télécharger le rapport pour ceux qui ne l'ont pas eu, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes de mailing de l'AF. En ce moment, il se retrouve pas mal dans les spams, donc il y a eu quelques difficultés aussi par rapport à ça. Mais théoriquement, dès demain, vous aurez tout donc voilà, sur les différents réseaux, donc site internet, Facebook, X, LinkedIn, voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous remercie de votre attention, d'avoir été là. Et puis, je remercie particulièrement aussi les personnes qui ont participé au dépouillement, qui sont là ce soir, et même celles qui ne sont pas là ce soir d'ailleurs, parce que ça a été un travail très chronophage et parfois
un peu compliqué, donc j'en profite, je vous l'ai déjà dit, mais j'en profite une dernière fois pour vous remercier. Et donc voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.